Bonjour à tous, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, nous sommes en direct pendant 20 minutes de midi à midi 20 et on parle soit de clinique avec le diagnostic des personnes adultes suspicion de troubles du neurodéveloppement ou on parle du libéral, de la dynamisation, redynamisation ou le lancement de son activité libérale. Aujourd'hui, on parle d'un article. On parle d'un article que j'ai relu récemment en lien avec tous les bouquins que j'ai reçus. Et il y a des petites choses que j'ai lues qui m'ont vraiment intéressée. Je me suis dit que ça valait vraiment le coup de vous les faire partager. Donc aujourd'hui, on va parler d'autisme et on va parler de profil intellectuel spécifique. Donc globalement, si vous rencontrez une personne avec suspicion d'autisme, qu'elle soit enfant ou adulte, vous allez très probablement faire une efficience intellectuelle, notamment chez les enfants, chez les ados. Pour les adultes, cela est moins indispensable, toujours en fonction de la question qu'on nous pose, mais aussi en fonction du parcours de vie. Parfois, la déficience intellectuelle peut s'exclure uniquement avec la clinique. Mais rappelez-vous, ça dépend de la question qu'on nous pose, hein. Ce n'est pas une généralité. Pour les enfants, les ados, c'est toujours très intéressant de faire un fonctionnement intellectuel, une échelle de Wechsler, pour voir où ils se situent et pour vraiment écarter la déficience intellectuelle, car dans l'enfance, il peut y avoir certains types de comportements ou de troubles du comportement ou des retards de langage qui peuvent masquer une efficience intellectuelle plus ou moins adaptée en fonction de l'âge. D'accord ? Donc, partons sur une situation où vous faites passer une échelle de Wechsler parce que ça contribue à répondre à la question qu'on nous pose, évidemment, pas par automatisme. Et très souvent, des psychologues vont, dans le cadre de suspicion d'autisme, aller chercher spécifiquement une différence entre le QI verbal et le QI non verbal. Ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui pendant le live de 20 minutes. Donc d'abord, bonjour à tous et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si c'est une des pratiques que vous faites toujours ou éventuellement que vous ne faites plus ou peut-être que vous n'avez jamais fait. Est-ce que quand vous avez dans vos cabinets, dans vos consultations des personnes avec suspicion d'autisme et que vous faites une échelle de Wechsler, est-ce que vous allez regarder spécifiquement les aspects non verbaux vs les aspects verbaux? Est-ce que vous les comparez? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir cette information-là de différence significative ou peut-être pas, vous allez regarder justement si c'est significatif ou pas significatif, de différence entre ces aspects non verbaux et verbaux. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous le faites? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous voulez bien le mettre en commentaire? Comme ça, je regarde en même temps et on en discute. Alors, j'ai pas mon deuxième écran, ça va être un petit peu compliqué pour moi aujourd'hui, mais ça va le faire. Vous mettez les commentaires et dans tous les cas, vous savez que je réponds ensuite par écrit. Donc, est-ce que vous, dans votre pratique, c'est quelque chose de, disons, automatique ou alors pas du tout, d'aller comparer ces aspects verbaux et non verbaux de la cognition dans le cadre d'une échelle de Wechsler? Lorsque vous avez des personnes, quel que soit l'âge, avec une suspicion de trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que c'est votre cas? Voilà, on va partir un petit peu aussi de ce que vous pensez, de ce que vous avez appris, et on va échanger ainsi. Pourquoi je vous pose cette question? Je vous laisse le temps de répondre, hein. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je trouve ça super bien d'avoir des avis complémentaires, différents, parfois pareils. J'adore. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans un bouquin que j'ai lu récemment, qui est celui-ci, Évaluation des troubles du spectre de l'autisme, le guide clinique, qui est en fait le bouquin similaire à celui de Braun sur le TDAH, mais là c'est pour l'autisme. Et que ce soit celui-là sur l'autisme ou celui sur le TDAH, je vous les recommande, ils sont excellents, ils sont focus sur la clinique, ils sont focus sur les aspects diagnostiques, c'est incontournable qu'on exerce dans le cadre du diagnostic des TND, que ce soit de l'enfant à l'adulte. Et donc dans ce bouquin, j'ai pas encore tout lu, hein, mais dans ce que je lisais, je suis allée directement au chapitre 8 qui est l'évaluation du fonctionnement intellectuel des TSA et il parlait justement de cette question de est-ce qu'il y a un profil cognitif aux échelles de Wechsler, j'entends, intellectuel, spécifique des personnes avec autisme.
Alors, je ne vais pas répondre entièrement à la question. D'accord, je le ferai probablement dans une fiche de lecture que vous retrouverez là dans la playlist Facebook fiche de lecture ou sur YouTube Genepsi fiche de lecture. Parce qu'il y a beaucoup à dire. En 20 minutes, on n'aura largement pas le temps du tout. Par contre, sur cette question de est-ce qu'il y a une spécificité du profil intellectuel aux échelles de Wechsler de la personne avec suspicion d'autisme, on va en parler maintenant et on va parler surtout de ce point-là, de est-ce qu'il y a effectivement cette différence systématique dans les profils avec le verbal et le non-verbal. Et en l'occurrence, qu'on peut entendre et ce qui est dit encore aujourd'hui, c'est que le non-verbal est supérieur au verbal. Alors qu'en est-il? Je vais vous renvoyer vers une étude. Alors voilà, je n'en donne qu'une parce que je sais que c'est compliqué de lire et de relire, surtout quand l'organisation du cabinet n'est pas optimale. Donc je vous donne une lecture. C'est un article de Ackenmann, Elgin, Sullivan, Vincent et Bernier de 2014. Ouais, 2014. Ça veut dire que ce que je vais vous dire par la suite, ça a été publié, la recherche a été faite en 2014, donc il y a quand même un moment maintenant. Que dit cet article? Je vais vous lire, ou plutôt vous traduire l'abstract. Donc le titre de l'article, c'est « Profil de divergence cognitive non verbale et verbale dans les troubles du spectre de l'autisme, influence de l'âge et du sexe ». L'abstract dit « Les recherches suggèrent que les capacités cognitives divergentes sont plus fréquentes chez les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et peuvent indiquer un endophénotype TSA important. Donc juste on va faire un petit point vocabulaire. Endophénotype, c'est un terme d'épidémiologie génétique utilisé pour séparer les symptômes comportementaux en phénotypes plus stables ayant un lien génétique. D'accord, c'est un concept de Jean et de Kenneth. Je vous laisse aller sur Wikipédia pour en savoir plus. Suite de l'abstract. L'étude actuelle, donc celle dont on est en train de parler, a examiné la fréquence des profils d'écart de QI, donc d'écart de QI non verbal et de QI verbal, et la relation entre le sexe, l'âge et la symptomatologie des autistes, ainsi que le profil d'écart de QI dans un large échantillon d'enfants atteints d'autisme. Donc j'ai regardé l'échantillon, il est donc de 1954 enfants qui ont un TSA, âgés de 4 à 17 ans. Okay. En termes de distribution, bon, vous irez voir la distribution, après ça va devenir un petit peu lourd, la vidéo, enfin le live va devenir un petit peu lourd, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, vous pourrez aller voir l'article. Ensuite, que dit l'article? Parce que c'est ça qui est hyper important. C'est que, en fait, malgré cette croyance générale et de longue date, cette étude de Ackenmann et collaborateurs en 2014, qui a examiné vraiment un gros groupe d'enfants, met en évidence que dans la majorité des individus, donc plus de 57%, 58,8% exactement, donc dans l'ensemble, la majorité des individus n'ont manifesté aucune disparité cognitive entre les capacités verbales et les capacités non verbales. D'accord? Donc, ça signifie qu'aller rechercher dans le profil de l'échelle de Wechsler une différence entre non-verbal et verbal et qui va nous faire dire que oui, c'est un élément en faveur de l'autisme, ça c'est faux. D'accord? Selon l'étude de Ackenmann, j'arrive pas à le dire, en 2014. En fait, les enfants, donc ça c'est ce que dit l'étude, les enfants qui ont des capacités non verbales qui étaient plus élevées que leurs capacités verbales avaient des tendances à être plus jeunes, de sexe masculin, et présenter des déficiences plus importantes concernant leur niveau de compétence en communication sociale. Donc là où cette différence elle est significative et existe, c'est sur un profil de jeunes bien particulier. Donc finalement, l'étude, en plus de montrer ce que je viens de vous dire, elle démontre aussi que
que le fait d'aller chercher la différence significative entre verbal et non verbal, ce n'est pas OK. Ce n'est pas un élément différenciant, ce n'est pas un élément diagnostique. D'ailleurs, si vous avez regardé les critères diagnostiques de l'autisme du DSM-5, vous voyez très bien qu'à aucun moment il est mentionné que le QI verbal ou le verbal et le non verbal doivent être d'une différence significative avec un QI non verbal supérieur au verbal, d'accord? Ce n'est pas dans les critères. Et ce n'est même pas, à la lumière de cette étude, et vous regarderez la bibliographie pour plus de précision, à la lumière de cette étude, ce n'est pas donc non plus ni un critère de diagnostic, ni un élément différenciant en clinique ou en psychométrie. Le diagnostic de l'autisme est clinique, uniquement clinique. Et cet élément de différence significative entre verbal et non verbal, ce n'est pas un élément qui devrait vous aider. Il ne doit pas vous aider à décider ou contribuer à décider si la personne est autiste ou pas. D'accord? C'est vraiment très très important parce que faire une échelle de Wechsler uniquement ou quasi uniquement pour aller comparer le non-verbal et le verbal, ça n'est pas juste. D'accord? Ça n'est pas juste au sens, il n'y a pas d'éléments derrière qui nous permettent de dire que le fait qu'il y ait un non-verbal supérieur au verbal, ça aille dans le sens de l'autisme. Absolument pas. Donc, si je veux faire un gros raccourci et ne pas peser mes mots, je dirais on arrête. On arrête de faire des QI uniquement pour aller comparer le non-verbal et le verbal afin d'avoir un élément supplémentaire vers une hypothèse d'autisme. Ça, c'est plus possible de procéder de cette façon. Oui, une Wechsler, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, si elle a du sens et si elle permet de répondre à nos questions. Mais par contre, si c'est quasi uniquement ou en partie pour aller faire cette distinction de verbal non verbal, ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste en termes de technique de diagnostic et de diagnostic différentiel. Ça ne doit pas être un élément qui rentre en compte dans votre processus diagnostique. Alors, je vais aller regarder un petit peu vos commentaires. Je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y en a un certain nombre, donc je ne sais pas si je vais pouvoir tous les lire sans mon deuxième écran, ça va être un petit peu compliqué pour moi aujourd'hui, mais dans tous les cas, je vous redonnerai des nouvelles juste après par écrit. Si on reprend sur cette étude-là, donc de Ackerman en 2014 avec ses collaborateurs, ce qui est dit, c'est qu'en fait, les profils dans l'autisme, des personnes avec autisme, sont très hétérogènes. On n'a pas un profil type comme on pourrait avoir dans certains, et là c'est une hypothèse, peut-être que je me trompe, peut-être dans certains syndromes génétiques, et encore. D'accord ? On n'a pas de profil cognitif type dans les troubles du spectre de l'autisme. Donc ça veut dire que les profils, oui, sont hétérogènes la plupart du temps, mais non, il n'y a pas une hétérogénéité type de la personne avec autisme. D'accord ? Par ailleurs, si vous avez suivi des vidéos dans le lab et que vous avez regardé ces vidéos-là, vous le savez, peut-être que vous le savez moins, ou peut-être que vous le savez par d'autres sources d'information ou de formation, il y a des théories cognitives contribuant à expliquer l'autisme. Hein. Il y a la théorie de la théorie de l'esprit, la TOM, Theory of Mind par exemple. Il y a la théorie au niveau sensoriel, okay, cette cohérence centrale par exemple. Il y a une théorie plus récente, celle de la motivation sociale. Autre exemple est celle des fonctions exécutives. Mais toutes les personnes avec autisme n'ont pas des capacités qui sont déficitaires ou faiblement efficientes au niveau du fonctionnement exé, au niveau de l'atome, au niveau de la cohérence centrale, au niveau de la motivation sociale. C'est là où c'est hétérogène. Il y a vraiment cette idée de curseur, d'accord, qui en fonction de l'environnement et des capacités de la personne elle-même, d'accord, et du contexte, va varier au fil du temps, au fil de la vie, et donc, au niveau le plus grand, mais aussi à un niveau beaucoup plus petit, au fil des heures qui passent. D'accord ? Donc le profil est vraiment très hétérogène et comment on va dire, très évolutif. D'accord ? Donc c'est pour ça que les auteurs indiquent que les profils cognitifs peuvent varier là avec les variables qu'ils ont prises selon l'âge, le QI et la gravité des symptômes des TSA, de sorte que contrairement aux croyances répandues, aucun pattern spécifique ne semble pouvoir indiquer un diagnostic de TSA. D'accord, je répète, truc à imprimer. Ainsi, les profils cognitifs peuvent varier selon l'âge, le QI et la gravité des symptômes des TSA, de sorte que, contrairement aux croyances répandues,
aucun pattern spécifique ne semble pouvoir indiquer un diagnostic de TSA. Cette phrase que je vous ai lue à la page 162 du bouquin que je vous ai montré juste avant de chez Elsevier-Masson, Évaluer les troubles du spectre de l'autisme, le guide du clinicien de Sam Goldstein et Sally Ozonoff, traduit par Marc-Antoine Croc et Alexis-Étienne Borer. D'accord, page 162. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas ce profil spécifique TSA, quel que soit le niveau de fonctionnement intellectuel. Je vous ai parlé des théories cognitives, je ne sais pas si ça vous parle, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, que vous prenez en compte dans vos explications psychoéducatives après l'annonce diagnostique ou après l'explication, lorsque vous expliquez ce que c'est l'autisme. En tout cas, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ça permet d'améliorer le processus diagnostique parce que avoir en tête les théories explicatives potentiellement, parce que chacune des théories que je citais n'explique pas tout, évidemment. Elles expliquent certains signes de l'autisme, elles expliquent certains comportements de l'autisme, mais jamais tout à elles toutes seules. D'accord ? Donc, est-ce que ces théories de l'autisme, ça vous parle ? Vous en avez déjà entendu ? Ou c'est tout nouveau ? Est-ce que vous les utilisez, si vous en avez déjà entendu parler, pour mener votre process diagnostique ? C'est-à-dire, est-ce que vous les avez en tête en vous disant là, ah bah oui, effectivement, il y a un profil fonction exécutif où là, on voit bien que c'est très faible et ça pourrait être une explication du fait que il manque d'initiative, il a du mal à être flexible sur les horaires, etc. D'accord ? Ça, on l'explique très bien par cette théorie des fonctions exécutives et ça va être quelque chose qu'on va expliquer lors des séances de psychoéducation. Est-ce que vous fonctionnez comme ça ? Est-ce que sans dire forcément c'est la théorie de machin, mais est-ce que vous utilisez ces connaissances scientifiques, des théories explicatives de certains signes de l'autisme pour ensuite retraduire dans un langage compréhensible au patient, à sa famille, à son entourage, le pourquoi il a tel comportement qui lui sont gênants, mais en tout cas les expliquer à la lumière de ces théories-là. Est-ce que vous le faites ? Je serais intéressée de savoir comment on fonctionne chacun pour qu'on progresse tous. Donc, cette étude de Ackerman là, de 2014, qui n'est pas récente, pas si récente que ça, mais qui est très très intéressante puisqu'on entend encore aujourd'hui de cette recherche de profils spécifiques, dans d'autres troubles aussi, et ça m'agace aussi, pareil, mais de profils spécifiques qui n'existent pas, mais par contre une grande hétérogénéité. Et n'oublions pas que globalement, les comportements vont évoluer dans le temps, les signes de l'autisme vont évoluer dans le temps en fonction de l'environnement, du contexte et du bagage cognitif de la personne en question. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le live et je vais aller directement vous répondre par écrit dans vos commentaires. Comme ça, vous aurez, pour ceux qui sont là en live, merci beaucoup, vous aurez des réponses assez instantanées par écrit. Et puis, ceux qui sont en replay, n'hésitez pas aussi à poster des commentaires, car je vous réponds quand même si c'est plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois après, je continue de vous répondre. Dans tous les cas, on se retrouve lundi pour une fiche de lecture, la suite des fiches de lecture du bouquin de James Morrison sur l'entretien clinique en psychiatrie. On en est au chapitre 8, 9. Il y a encore un certain nombre de chapitres à traiter. Si vous avez des idées pour que je puisse avoir les capacités à faire plus de fiches de lecture, mon idéal, ce serait d'en faire une par jour. Mais je vous avoue que c'est compliqué. Mais je suis vraiment motivée à le faire. Donc, est-ce que vous auriez 2-3 petits trucs et astuces, par exemple, que vous appliquez à vous-même pour essayer de gagner en efficacité ou pour essayer de faire un petit peu plus de ce que vous avez envie? Est-ce que, si vous voulez bien me le mettre en commentaire, je suis preneuse des conseils qui pourraient m'aider et que vous pourriez me donner. Donc, je vous retrouve vendredi prochain en live, lundi pour la fiche de lecture et mercredi pour ceux qui sont abonnés au GLPsyLab, mercredi pour continuer nos échanges au sujet de la construction d'un processus diagnostique DTND de l'enfant, de l'ado et de l'adulte. Allez, très bon week-end. Pardon, pas bonne fin au début. Très bon week-end. À très bientôt.